Moi-même, j'ai joué au basket pour l'équipe du Québec. On a gagné le championnat canadien. Ah, wow. Je pense que si on joue un mois, tu vas me battre. T'as quel âge? J'ai 26. Oh, tu vas me battre, tu vas me battre. Merci beaucoup de nous accueillir dans les bureaux de Pure Vodka. Grand plaisir. Donc, ça fait à peine 3 mois. Ouais, n'est-ce tout pas? nouveau. Tout nouveau, pas encore fini. Pas encore fini. Exactement. Écoute, la plupart des gens connaissent déjà ton histoire. Donc, après avoir gradué, fini en fait l'université, tu as parti à un restaurant avec deux de tes amis. C'était un échec. Total. Mais tu t'es relevé de ça et puis tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai la piqûre de l'entrepreneuriat et puis je vais trouver quelque chose d'autre et je vais me relancer. Et quelques années plus tard, tu es allé à la SAQ et puis tu as demandé à avoir une vodka québécoise canadienne. Exact. Puis ils t'ont dit que non, il n'y en avait pas. Exact. Mais là, tu as eu une idée de génie. Tu t'es dit, pourquoi ne pas créer ma vodka à moi? Donc, tu travaillais en même temps à l'hôpital Sainte-Justine, tu moppais les planchers. Mais dis-moi, là, présentement, ça fonctionne bien. Donc, tu as lancé ta vodka. Quelle est la plus grande leçon que tu as tirée? Puis, c'est quoi l'élément le plus marquant que ton parcours t'a enseigné jusqu'à présent? Moi, je dis toujours que j'ai eu la chance de me lancer dans une industrie que je connaissais absolument rien. OK. Donc, je suis arrivé sans idée préconçue, sans manière de faire préétablie, sans aucune connaissance de où vendre, comment vendre, quoi vendre. Donc, j'ai un peu créé sur mesure une entreprise qui, je pensais, pouvait compétitionner avec les autres. Et cette manière-là a fait en sorte que j'ai pu être différent, j'ai pu être innovant et j'ai pu arriver dans une industrie comme étant un nouveau joueur, mais avec de nouvelles idées aussi. Et pas juste un nouveau joueur avec un autre produit. OK. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui m'a aidé. Finalement, c'est le fait que je connaissais un qui m'a aidé. Donc, Nicolas, après avoir réussi justement dans l'industrie et puis là, ta vodka se retrouve partout, dis-nous, c'est quoi la chose qu'est-ce que tu t'es acheté en fait pour te gâter quand tu as constaté en fait que là, la compagnie fonctionnait et puis tu générais des revenus substantiels? Alors, je te dirais que moi, j'ai pas vraiment changé mon train de vie dans le sens où j'ai été proportionnel avec quand j'étais pauvre, j'agissais d'une certaine manière. Quand j'avais moins d'argent, j'oserais jamais dire que j'étais pauvre. Il y a du monde qui était vraiment plus dans la merde que moi. Mais aujourd'hui, oui, je vis une belle vie, mais j'ai jamais été dans l'excès. Pas que j'aime pas certaines dépenses que certains font qui ont l'air intéressantes. Je crois qu'il y a personne qui ne voudrait pas rouler en Ferrari. Mais je me suis concentré sur avoir une belle maison pour ma famille. Je me suis concentré sur bâtir une famille. Ça prend des moyens. Je suis rendu avec 2 enfants. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire attention. Je sais c'est quoi la valeur de l'argent. Tu sais quoi? J'ai travaillé pour financer ce produit-là, cette compagnie-là. Donc, c'est pas comme si j'étais né puis j'avais de l'argent et puis je me suis lancé en affaires avec l'argent de tout le monde. Je sais c'est quoi la valeur d'un dollar, je sais comment m'amuser, je voyage énormément, mais je fais quand même attention. Le succès d'aujourd'hui ne garantit pas le succès de demain. Peut-être dans 3 ans, l'entreprise n'existe plus. Puis là, j'aurais eu du fun avec ma Ferrari. Dis pas ça. Non, mais tu sais, il faut toujours planifier pour le futur. Il n'y a jamais de présent. Hein? Parce que quand tu dis le mot présent, il est déjà au passé. Donc, il n'y a pas un futur à travailler avec. Donc, je planifie toujours le futur, puis je fais attention. Mais je voyage beaucoup, je fais plaisir à ma femme, et puis un homme heureux, fait que j'ai pas à me plaindre. C'est quoi tes hobbies? Ben, je te dirais que j'aime beaucoup l'art, d'où l'idée de notre nouveau produit Romeo's Gin. Ça j'aime beaucoup tout ce qui touche l'architecture, tout ce qui touche l'art, surtout l'art urbain, le street art comme on dit. Ensuite, moi j'adore relaxer avec des amis, j'aime avoir des belles discussions. J'ai fait sciences politiques à l'université, donc on aime parler. Et puis, quoi de mieux qu'un bon cigare cubain, toujours cubain, avec, je sais pas, un bourbon ou une bière noire, puis discuter avec des amis. Moi je trouve que c'est le fun. J'aime le home-taining, le home entertaining. On aime recevoir, le monde vient s'asseoir, puis il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Moi, j'aime ça. Je sors beaucoup moins. Et puis, parce que maintenant, je me lève le matin. Et puis, non, c'est pas mal ça. Puis, bien sûr, j'adore voyager. Je voyage beaucoup pour l'entreprise. Mais je combine toujours, j'essaye de combiner les deux. Mais là, tu as mentionné que tu voyages beaucoup, mais tu voyages beaucoup dans le cadre de l'entreprise également. Mais j'imagine que des fois, tu vas dans des destinations pour te faire plaisir. Oui, entièrement.
En fait, je te dirais que presque de moins en moins, je voyage vraiment beaucoup pour l'entreprise. Donc, quand je suis à Montréal, je veux juste être avec ma fille, mes deux filles, puis la deuxième arrive bientôt. Et relaxer, merci. Et relaxer. Mais sinon, non, j'aime beaucoup. Moi, j'adore New York. Je vais très souvent à New York. C'est vraiment une ville, je trouve, qui est le mélange de l'Amérique et de l'Europe. Puis moi, je suis moitié-moitié. Mon père est français, ma mère québécoise. Okay. Donc, on dirait que c'est comme ma ville. Je n'ai jamais habité là-bas de ma vie. Mais on dirait que c'est un mélange des deux continents que j'aime beaucoup. Énormément de musées. J'adore marcher. Donc, tu marches toute la journée et puis tu t'arrêtes dans un café. C'est juste vivre le moment là. Mais la plupart des gens ne savent pas ça, mais tu as joué au basket professionnel. Ah ouais. Explique-nous, c'est un Il fut un temps. Ça fait longtemps. Écoute, moi j'ai fait sport-études au Vanier College. OK. Et puis j'ai eu la chance de jouer en Europe. Malheureusement, je me suis fracturé la cheville très rapidement. Donc j'ai dû arrêter. Et c'est là que je suis rentré à l'université à Montréal. Donc oui, il y a une petite partie ça, de ma vie que je raconte pas souvent parce que ça malheureusement pas été comme... Quel âge? J'avais 19 à peu près. 19 ou 20. Et ça a été trop rapide, donc c'est dommage. Ça n'a pas été. Mais c'est dommage, non, parce que finalement j'étais à l'université, puis après je me suis lancé en affaires. Mais le basket, moi je crois comme tous les petits garçons de mon âge, j'ai découvert le basket avec Michael Jordan aux Jeux Olympiques de Barcelone. Tu sais, le Dream Team 1. Mon numéro c'était numéro 9 à cause de Michael Jordan. Quand je te dis que c'était ma vie, c'était toute ma vie. Je jouais énormément. C'est juste ça que je faisais là. Et puis, j'ai adoré ça, mais tu sais quoi, à un moment donné, la fracture est arrivée au bon moment parce que c'était un moment où j'avais arrêté un peu avant de recommencer. Et puis, non, rien n'arrive pour rien. Mais quelle position? Moi, j'étais guard, shooting guard, numéro 2. Ouais, tout le monde me voit, je suis grand, pense que je suis ceinture, tout ça, mais non, mais plus tu montes dans les niveaux, plus le monde est immense. Les ceintures font 7 pieds, je suis 5, oublie ça. Donc, ouais, shooting guard, tu es un grand shooting guard, donc ça m'avantageait. Je crois que j'aurais pu aller encore plus loin, mais j'avais, tu sais quoi, j'étais plus fainéant qu'autre chose, plus jeune à 19 ans. Tu sais, je pratiquais pas beaucoup, c'est comme à l'école, j'étudiais pas vraiment. C'était un talent naturel. Exactement, au basket, j'étais un talent naturel. Avoir pratiqué, j'aurais pu faire quelque chose. J'ai un bon ami qui a fait la NBA. Donc, Samuel D'Alembert. Oh! Ouais, donc 14 ans dans la NBA, méga carrière. Oui. C'est sûr, 7 pieds 1, ça aide tout le temps. Mais 2 jobs rêves que j'aurais voulu avoir si j'étais pas entrepreneur, soit architecte, soit joueur de basket. Donc, ouais. Wow! Écoute, moi-même, j'ai joué au basket pour l'équipe du Québec. On a gagné le championnat canadien. Ah, wow. Tu penses que si on joue one and one, tu vas me battre? T'as quel âge? J'ai 26. Oh, tu vas me battre. Moi, j'ai pris peut-être 30 livres depuis le dernier match. Mais non, mais je joue quelque peu encore. Tu sais quoi, je peux te dire que je suis encore un très bon joueur, mais tu sais, j'ai plus le cardio qu'il fallait, j'ai plus l'élan, la folie aussi. Tu sais, quand t'as 22, 23 ans, tu t'envoles quand tu sautes. Ben oui. Là, avec le stress et tout ça, tu restes sur tu décolles pas. Ouais. Sinon, le 19 mai prochain, tu participes à un événement organisé par un de tes amis, Thierry Lindor. Qui a joué au basket avec moi en Europe. Ben, contre moi en Europe, ouais. Contre toi? Ouais. Et puis au cégep, on était ensemble. D'ailleurs, on était ensemble avec Samuel. Donc le monde est petit. Le monde est vraiment petit. Ouais. Puis là, bien sûr, il va y avoir la grande star de l'événement, Gary Vaynerchuk. Dis-moi un peu, est-ce que tu connaissais Gary auparavant? Je le connais comme personnage des réseaux sociaux. Est-ce que tu es un fan? Moi, je suis. Non, mais c'est parce que je suis pas fan de personne. Okay. C'est que je respecte le travail de plein de monde, mais fan, je trouve que c'est lourd, c'est puissant fan. Puis je crois que chacun a sa case à remplir. J'aime ce qu'il fait, je trouve ça génial ce qu'il fait. Je pourrais pas faire ce qu'il fait. Écoute, il y a une caméra dans la face, quand il va pisser le matin, il y a une caméra dans la face, il est très très filmé, suivi. C'est un personnage, mais je pourrais dire fan, selon la définition, je suis un fan, mais c'est surtout que je suis tellement fan de plein de monde que c'est plus, je considère avec respect beaucoup de personnes. Okay. Mais est-ce que tu penses que son message, en fait, il est vrai, il est porteur, donc tu aimes le message qu'il véhicule? Oui, il me fait penser à certains motivateurs, là, c'est presque plus un motivateur qu'un entrepreneur, entre guillemets. C'est un grand entrepreneur, mais c'est un... moi, je suis moins dans ce truc-là. Tu sais, le monde qui avait fait des push-ups, crois en toi. Moi, je suis plus work hard,
Je suis plus silencieux, mais travaille fort, puis tu atteindras ton truc. Mais je crois que les deux peuvent amener au même résultat. Donc, tu as lancé récemment Adoptink, qui est une plateforme pour aider les jeunes entrepreneurs. Parle-nous un peu de cette plateforme et puis dis-nous, pour toi, en fait, le statut de l'entrepreneuriat au Québec. Il est où actuellement? Adoptink, alors, c'est né vraiment à l'hôpital Sainte-Justine. C'est né quand j'avais le plancher. C'était compliqué pour financer mon entreprise. Je me suis dit, si un jour j'ai la chance de réussir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je vais tout faire pour aider le prochain, aider un autre jeune entrepreneur, parce que j'ai tellement trouvé ça complexe que je me dis, on ne peut pas dire à tous les jeunes de se lancer en affaires, puis après, ne pas les aider. Donc, ce jour est venu vraiment plus vite que prévu. À peine 5 ans plus tard, j'ai lancé un livre. Et dans le livre, je lance l'idée d'adopter un entrepreneur. Adoption, c'est quoi? Premièrement, ce mot-là, je l'ai utilisé, je l'ai choisi parce que c'est un mot puissant. C'est mon mot presque préféré du dictionnaire parce que c'est un mot d'amour, c'est un mot qui change la vie des deux personnes, c'est un mot de responsabilité. Donc, c'est un mot très lourd à utiliser. Adoption, Adopt Inc. Et je voulais bâtir un pont entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs émergents. Un entrepreneur à succès et un entrepreneur émergent ne se croisent pas dans la vie. Ils ne mangent pas au même resto, ils ne magasinent pas dans le même endroit, ils prennent pas, en tout cas, il n'est pas dans le même endroit dans l'avion. Il y en a un qui est en avant, il y en a un qui est dans la soupe, presque. Donc, ils n'habitent pas dans les mêmes quartiers, ils ne se croisent pas. Pourtant, quand tu regardes toute autre industrie, au basket, quand tu es une recrue, le vétéran est dans la même équipe. Il va te prendre sous son aile, il va tout faire pour que tu deviennes un bon vétéran. C'est un bel exemple, ça. Oh, en entrepreneuriat, t'es seul. T'es là, oui, j'ai une bonne idée, j'ai pas une scène, fait que travaille comme un fou, puis peut-être tu auras une chance de réussir. Moi, j'aimais pas ce côté-là. Donc, j'ai lancé le mouvement Adoptink. J'étais très heureux d'avoir des partenaires prestigieux comme le Mouvement des Jardins, Deloitte, Norton Rose. Et je me suis dit, pourquoi ne pas combiner, pourquoi ne pas faire adopter un adopteur et un adopté? Donc, un entrepreneur à succès qui adopte un jeune entrepreneur. L'adoption, c'est quoi? C'est un salaire, littéralement un salaire. Sur 12 mois, on donne un salaire aux jeunes. Du mentorat, une fois par mois, on rencontre, l'adopteur rencontre son adopté. Écoute, mais les adopteurs que j'ai, c'est Alain Bouchard, M. Guy Cormier, le président de Desjardins, Philippe de Gaspé-Aubien, Éric Boyko, de Stingray. C'est les. Est-ce que c'est les personnes que tu avais visées? Oui. Je me suis dit, il faut que je prenne les top. Okay. Pour la première année, je veux les autres années aussi, mais pour la première année, je me suis dit, il faut que je fasse un grand coup, il faut que je prenne les plus grands. Écoute, Alain Bouchard fait 50 milliards de chiffre d'affaires. Wow. Il y a 20 ans, il y avait un dépanneur, regarde. Aujourd'hui, il doit en avoir 6 000 ou je ne sais pas combien. Donc, à Guy Cormier, c'est le PDG du mouvement des Jardins. C'est 55 000 employés. Donc, je me suis dit, si je veux faire un grand coup, il faut que je prenne les tops. Ils ont tous accepté, mais avec le plus grand plaisir. C'est ça que j'ai adoré. C'est qu'ils ne font pas ça pour la pub. Ils ne sont pas pour la pub, ces gars-là. Ils font ça par passion. Ils croient au mouvement. D'ailleurs, on a lancé le mouvement en octobre dernier, on voit en très peu de temps qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se faire dans les entreprises qui sont adoptées, mais vraiment un changement concret. Il y en a même qui viennent faire une première acquisition. Oui, j'ai vu ça récemment. Cookit, Judith, par M. Bouchard qui l'a adopté. Donc, je me dis, Adoptink, c'est vraiment un rêve. C'est un rêve qui est en train de vraiment devenir réalité. Et pour revenir à ce qui est à l'entrepreneuriat au Québec, je trouve que ça commence à se sentir bon. La recette commence à prendre. Est-ce que tu penses qu'on était en retard? Total. On est en retard ou en avance tout dépendant avec quel pays on va dire par exemple avec les États-Unis. Oui, on était en retard parce que ici c'était pas naturel, c'est pas un réflexe naturel de vouloir se lancer en affaires. Au primaire, on ne sait même pas que ça existe, se lancer en affaires. Aux États-Unis, au primaire, l'école elle s'appelle le nom d'un gars qui a réussi en affaires puis qui a payé l'école. Donc il y a cette suite logique aux États-Unis qui se fait depuis longtemps. Certains diront que c'est notre côté un peu catholique où l'argent c'est compliqué. Certains diront qu'on est un tout petit pays comme une province. On est 6 ou 7 millions de Québécois, on n'est pas énormément. Moi, j'essaie d'éliminer tout le passé, toutes les excuses. Là, je regarde ce qui se fait. La Caisse de dépôt est très impliquée là-dedans avec devenir entrepreneur. Je regarde encore une fois le Mouvement des Jardins, même d'autres banques, la Banque nationale, tout ça, sont très, très pro-entrepreneuriales. Je crois que c'est une excellente idée. On a des super belles entreprises qui sont en train de pousser au Québec, c'est hallucinant. J'ai la chance de faire toutes les provinces du Québec, toutes les régions du Québec. Et puis, c'est pas juste à Montréal que ça se passe, c'est partout. Donc, ça, c'est cool. Je crois que ça sent bon. On a encore du travail à faire. Il y a 30 ans, l'exportation numéro 1 pour le pays d'Israël, c'était des oranges. Wow. Aujourd'hui, c'est la fine technologie. Donc, j'espère que dans 30 ans, on va être rendu ailleurs et on va avoir dépassé ce pays-là.
Dis-moi, c'est quoi la différence? Parce que tu racontes souvent un peu ton histoire, donc on la connaît. Tu racontes qu'au début, tu te présentais dans des banques, tu présentais ton projet Pure Vodka, et puis les banques n'étaient pas intéressées, bien sûr, tu n'avais aucune vente, tu n'avais rien à J'avais rien. Mais quelle est la différence quand, auparavant, tu te présentais dans une banque et aujourd'hui? Donc, est-ce que tu sens que la perception des gens est différente? La perception est différente, mais les problèmes restent. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une entreprise qui fonctionne qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes sont différents. Avant, c'était difficile d'avoir 1000 $ de prêt. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir 1 million de prêts. Les problèmes restent différents. Sauf qu'on a un certain bagage qui nous permet de justifier ces demandes-là. On a une équipe maintenant qui nous permet de bâtir un plan d'affaires, parce que les plans d'affaires, ça évolue année après année, qui nous permet d'aller voir un banquier, puis on a déjà les réponses aux questions qu'il va poser. On a une crédibilité aussi, on a des clients, Donc, c'est sûr que c'est différent, mais il ne faut jamais oublier qu'un entrepreneur ou le dirigeant d'une entreprise, sa job principal, c'est de naviguer de problème à problème. Quand tout va bien, sa job est facile. Mais c'est de voir bien le problème, de l'éviter ou de dealer avec. Donc, c'est une longue file complexe, mais c'est différent parce qu'on est entouré. Aller à la guerre seul, c'est dur. Aller à la guerre en équipe, c'est un peu moins dur. Donc, c'est ça. Mais il y a toujours des défis. Faire l'acquisition, prenons l'exemple d'Alain Bouchard de Couche-Tard. Je suis sûr, là, il doit certainement être en train de travailler sur une acquisition quelconque. Certainement. Ça doit faire un an qu'il doit travailler là-dessus. C'est complexe, il faut lever des milliards des fois. C'est pas une banque qui prête ça, c'est une dizaine de banques pour se tourner avec tout le monde. Donc, c'est des problèmes. Rendu là, c'est quand même. C'est des problèmes, mais tu as une équipe pour faire face avec. Donc, ouais. Parfait. Écoute, est-ce que quand tu regardes ta vie aujourd'hui, des fois tu te penses, est-ce que tu te dis, est-ce que je vis dans un conte de fées? Est-ce que c'est vraiment ma vie? Je te dirais que j'ai quand même des problèmes. Oui, ça va bien. On a des défis de croissance, donc c'est des beaux problèmes. Je te dirais qu'il y a certains moments, certaines expériences que je vis, que je me dis, OK, comme je fais des conférences, beaucoup de conférences, ça doit faire une quinzaine de pays, je fais des conférences. Des fois, je suis invité dans un pays pour faire une conférence. Moi, je l'avais planché à 5 ans. Tu me payes pour que j'aille en Italie faire une conférence. Donc, il y a des petits moments comme ça de la vie qui font enjoy, puis que je me dis, my God, je suis vraiment chanceux. Puis franchement, moi, j'ai eu la chance, en plus, aujourd'hui, je suis marié, mais j'étais avec ma copine quand j'ai lancé mon entreprise, donc j'ai eu la chance de vivre avec la personne que j'aime, tout le processus. Donc ça, c'est cool. De passer du moment où c'est Caro qui payait mon loyer à aujourd'hui, on achète une belle maison pour notre famille. Ça moi, ça m'appelle. Ouais. Ah, c'est vraiment cool ça. Puis sinon, en fait, qu'est-ce que tu prévois? Quelle est ta vision, on va dire, les 5 prochaines années pour Pure Vodka, Romeo Chine? Wow, 5 ans, c'est long. Je prévois, cette année, c'est une année importante pour nous, c'est une année d'internationalisation. On lance dans plusieurs pays, on vient de lancer au Mexique, on lance aux États-Unis, en France et en Angleterre. Donc si je suis épuisé, c'est pas pour rien. Mais c'est une grosse année, une très grosse année. Et puis, j'ai découvert aussi qu'en affaires, plus tu as une équipe, plus tu as une équipe forte, plus tu es bien entouré, plus les opportunités viennent et ça bouge vite. Dans 3 mois, on peut se rencontrer et dire finalement, j'ai lancé en Australie même. Parce que ça a déboulé, on a une opportunité, on a d'excellents produits, on a réussi à monter ce dossier-là, boum, c'est fait. Donc, je te dirais que dans 5 ans, j'espère avoir atteint certaines étapes de ma carrière entrepreneuriale que j'ai en tête, que je ne suis pas un gars qui me dit toujours « j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Mais j'ai quand même des objectifs personnels que je garde pour me motiver. Et puis, aujourd'hui, on est le plus gros producteur de spiritueux au Québec. J'aimerais être le plus gros producteur de spiritueux canadien dans 5 ans. Pour essayer de donner un objectif, ça commence à être gros quand tu es le plus gros dans un pays. Mais je crois sincèrement qu'on va pouvoir réussir. Si c'est l'objectif qu'on se donne. Donc, voilà. Une des choses qu'on aime beaucoup avec ton message, c'est que tu parles souvent en fait de ton échec. Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées de parler de l'échec. Pourquoi toi tu te donnes quasiment comme un devoir en fait de dire ok j'ai échoué, mais voilà je me suis relevé et puis j'ai continué. Oui, finalement moi j'ai découvert que l'échec ça a été quelque chose de bon pour moi. Donc je veux enlever ce tabou qui est le mot échec. C'est plate à vivre l'échec, c'est catastrophique. On va se le dire, personne aime vivre l'échec.
que ce soit professionnel, amoureux, sportif, quoi que ce soit. Mais quand on prend le temps, on a digéré l'échec, ça prend un moment. C'est pas vrai que le lendemain matin, tu te lèves puis go. Prends le temps de digérer l'échec, après, t'en tires des conclusions, t'en tires des notions, et c'est là que l'échec devient finalement positif. Parce que si tu comprends les raisons de ton échec, t'as gagné. T'as quand même gagné, même si t'as échoué. Parce que tu vas te relancer dans une autre idée folle, comme je dis bien souvent, et avec des notions encore plus fortes sur comment éviter l'échec. Et l'échec, pour moi, pendant longtemps, j'en ai pas parlé parce que j'étais pas gêné d'en parler. C'est juste que je trouvais que c'était quelque chose de personnel. Mais finalement, en voyant tout le monde qui n'en parlait pas, puis en voyant tout le monde qui pensait que le monde des affaires, c'est que de la réussite, je me suis dit, wow, t'as mort là. Il n'y a pas un entrepreneur que je connais qui n'a pas fait un échec. 1, 2, 3, 15, avant d'avoir réussi dans telle ou telle industrie. Donc, moi, l'échec, il faut vivre avec. C'est normal d'échouer. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Au contraire, ça doit être le rêve de tout le monde de réussir une vie sans échec, mais c'est normal d'échouer. C'est normal d'échouer et je pense que quand on va comprendre que c'est normal, on va mieux vivre avec. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi d'en parler parce que pour beaucoup de personnes, l'échec, c'est un point final. Pour moi, c'est une virgule. Ça ralentit, mais je recommence quand même. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi d'en parler. Une fois que tout ça se termine, une fois que tu vas prendre ta retraite, une fois que tu... le mot retraite. Voilà, c'est très loin. On espère que ça va être très loin. Mais une fois que tu vas décider de ralentir un peu tes activités, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi, en fait? Ah, mais moi, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans mon livre, moi, je veux que ce soit mes filles qui se disent, c'est quoi, mon père, il m'a pas laissé juste un compte en banque. Mon père, il a aidé à bâtir cette école-là. Mon père, il a été un acteur social qui a aidé des personnes qu'il ne connaît pas à réussir. Ça, pour moi, c'est la vraie définition de la richesse, c'est la vraie définition de la réussite. C'est facile de vouloir réussir pour soi-même. C'est très difficile de vouloir réussir pour une cause. Parce qu'il y a des causes, c'est pas ça qui manque. Mais non, moi, je veux être un acteur social. Je veux pas juste être un entrepreneur. Ça, c'est très important pour moi. Je suis très impliqué. Depuis le début, quand j'avais pas une scène, j'étais impliqué. Donc, je veux... on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur, selon moi. J'oblige pas les entrepreneurs, mais selon moi, les entrepreneurs ont une responsabilité d'être des acteurs sociaux positifs dans une société. On a un peu l'ADN d'un créateur. On a l'ADN d'un shaker and mover, d'une personne qui résout des problèmes. Je regarde, j'ai la chance d'avoir quelques entrepreneurs autour de moi, que je prends l'exemple des bons amis, Alexandre Taillefer qui s'implique dans une multitude de causes, Mitch Garber, je regarde tous les adopteurs qui ont adopté, Alain Bouchard, Eric Boyko, ils veulent tous faire en sorte de laisser la situation meilleure que quand ils sont rentrés. Puis ça, c'est vraiment un bon signe pour notre société parce que quand les entrepreneurs vont comprendre qu'il faut prendre un peu le contrôle de la situation, je crois que ça va bouger encore plus vite, positivement. Mais est-ce que, par hasard, tu ne penses pas que des fois, c'est aussi un peu l'ego d'un entrepreneur? C'est pas une mauvaise ego, je dirais. Je pense que c'est quelque chose que chaque entrepreneur a peut-être à l'intérieur de soi, c'est-à-dire on veut, peut-être de manière un peu égoïste, on veut laisser quelque chose pour notre fierté aussi personnelle. Écoute, j'ai aidé à bâtir telle école, j'ai aidé à bâtir tel parc. Si c'est une question d'ego, parfait, qui est plein d'ego, si ça peut aider la société, ça ne me dérange pas. Je te dirais que tu n'as pas tort. Quand tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui est fier. Tu es quelqu'un qui bâtit quelque chose aujourd'hui, mais qui veut pas que ça disparaisse du jour au lendemain. Donc peut-être c'est une certaine manière de laisser sa trace à l'infini ou pour un bon bout de temps. Je pourrais pas te parler pour les autres entrepreneurs. Pour moi, je te dirais que j'ai une fierté. Oui, j'ai certainement un ego. Je m'implique plus par cause personnelle parce que j'ai vécu des moments qui étaient difficiles, que je veux limiter le nombre de personnes qui vont passer à travers mon propre chemin. Mais ça se voit quand quelqu'un fait quelque chose pas pour les bonnes raisons. C'est vrai. Donc, mais si quelqu'un fait quelque chose pas pour la bonne raison, mais que ça influence positivement la société,
je suis prêt à accepter ça quand même. Ouais, c'est ça. Je suis prêt à nommer un nouvel hôpital, je sais pas quel nom de famille. En autant que ça retombe pour tout le monde. Je crois qu'on sort comme un gagnant. Parfait. Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi. On se voit sur un terrain bientôt. Ben oui, ben oui. Quoi?